Ok. Bon, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Kevin. Je suis membre de l'aéroclub qui est juste ici. J'étais avec Stéphane l'année dernière pour le cours du VIA, comme vous pouvez. Ouais. J'ai commencé ici, à l'aéroclub, pour les premières heures de vol. Donc on ira le voir tout à l'heure. Premières heures de vol ici, j'ai fait mon PPL comme vous pouvez le féliciter d'ailleurs, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais il est devenu pilote il y a quoi, 3 semaines. Il est un peu franchi, maintenant il sait de quoi il parle. Avant il ne savait pas, maintenant il sait. Donc premières heures de vol ici, ensuite j'ai fait j'ai passé mes qualifications professionnelles pour devenir plus tard pilote de ligne. Je suis maintenant sur 320. J'ai fait ma qualification sur Airbus 320 à Toulouse, je suis directement chez Airbus. Et je suis basé, alors là ça fait moins rêver, mais en Albanie pour l'instant. Personne ne connaît l'Albanie, moi non plus, je ne connaissais pas l'Albanie avant d'y aller, mais maintenant je connais. Pour une compagnie des pays de l'Est, qui est quand même en Europe la 3e ou 4e compagnie low cost d'Europe, qui s'appelle Wizz Air. Vous avez peut-être jamais vu ces avions parce qu'ils desservent très mal le sud-ouest de la France, mais ils ont 150 avions et ils vont en avoir 500 d'ici 2030. Donc c'est une expansion. Donc maintenant je pilote des 320 et 321 surtout. Si vous voulez, dans la famille de 320, il y a 318, 319, 320, 321, et nous, ma compagnie n'a que des 320 et 321. Les 320 c'est le plus répandu, 321 c'est une cabine beaucoup plus grande qui peut accueillir jusqu'à 240 passagers. On fait des vols en Europe principalement. Là je viens de recevoir mon planning de novembre, je vais faire un vol d'Albanie jusqu'à Abu Dhabi. Donc ça sera la première pour moi. Au Moyen-Orient, voilà. J'ai fait quoi comme destination? Principalement donc de l'Europe, de l'Égypte, Israël. J'ai été bon ça fait partie de l'Europe, mais c'est très loin, c'est au bout de l'Europe, c'est l'Islande. Des destinations certaines un peu plus élevées que d'autres. J'ai maintenant 2000 heures de vol. J'ai commencé, comme je vous disais, j'ai commencé ici. Ensuite, mon premier emploi était en 2018. Je suis parti encore dans un pays que je ne connaissais pas, la Roumanie. C'est exotique, là. En Europe, mais c'est vachement exotique. Et j'ai d'abord piloté des 737 comme les avions Ryanair. Pour ensuite malheureusement il y avait la période Covid où j'ai perdu mon emploi comme beaucoup bon pas que du pilote mais énormément de pilotes étaient au chômage et j'ai retrouvé cette compagnie aérienne en début d'année. J'ai fait l'entretien et j'ai commencé en mars 2022 sur premièrement la qualification Airbus parce que il faut savoir que sur des avions de transport public, c'est une qualification de partie d'appareil. Donc on est obligé à chaque fois, même si c'est la même catégorie d'appareil, on est obligé de refaire une formation qui dure environ 4 mois pour connaître l'avion sur le début. Donc 4 mois de formation et ensuite j'ai commencé à opérer des vols au départ de la Hongrie parce que cette compagnie, le siège social est basé en Hongrie, mais elle a des bases un petit peu partout en Europe, et jusqu'à même Abu Dhabi. Donc j'ai été en Hongrie, j'ai été en Pologne, en Roumanie, maintenant en Albanie, donc pas mal de destinations exotiques. Et maintenant j'ai à peu près 350 heures sur Airbus, j'en ai 1000 sur 737 et 2000 total. Voilà comme ça mon parcours. Ça fait une question? Ça fait quoi comme bac déjà? Je vais lui faire des parlements. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me tutoyer, il n'y a aucun problème. Je suis encore trop jeune pour être envoyé. J'ai 35 ans. Donc si. Je vais pas me tromper. Mais bon, si vous pouvez me tutoyer. Il y a 15 ans, j'étais dans votre situation. Tu avais fait le VIA aussi? Non. Je ne connaissais pas le VIA, vous avez la chance de faire une formation
qui est gratuite, qui peut vous ouvrir des opportunités sur ce tard. Et alors ici c'est gratuit, mais c'est pas gratuit partout. Il y a des lycées, j'étais en réunion lundi, ils font payer 200 € pour l'année de formation avec quelques sorties, quelques vols, mais ils font tout payer, même le vol est payant. Tout. Voilà. Donc tout ça pour dire, nous, notre philosophie à nous, que ce soit Kevin, que ce soit les présidents du club ou que ce soit moi, c'est d'essayer de faire un maximum de gratuit pour vous. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on demande à l'éducation nationale de donner des cacahuètes et ensuite à des partenaires privés, et typiquement les deux partenaires privés qu'on a, c'est Crédit Agricole et Ratifija qui nous donnent des subventions. Le simulateur, c'est eux qui l'ont payé. Quand on fait des sorties, quand on a été à Toulouse l'année dernière, c'est eux qui l'ont payé. Voilà. Donc on a de la chance, enfin on a de la chance parce que je fais des dossiers gros comme ça, mais on a de la chance quand même d'avoir des gens qui nous disent oui, on vous aide à favoriser ça pour les jeunes. Quoi. On a de la chance d'être en France, on a énormément d'associations, beaucoup de bénévoles aussi, parce que c'est pas dans tous les pays. Et d'ailleurs, même pour le BIA, ça se fait pas partout. Il y a des endroits où c'est que des profs payés sur des créneaux bien définis et tout ça. Voilà. Du coup, t'as fait quoi comme bac? Alors, formation, je n'étais pas très bon dans les études, j'ai vite arrêté. J'ai un BEP et CAP en mécanique automobile et un bac STI génie mécanique pour tout système autorisé qui date de 19 ans. Bac STI, en bac techno quoi. STI, ok, en mécanique. Ouais. Ok. Donc STI, c'est pas non plus, c'est pas le bac général, l'ancien bac S, c'est pas. Mais ça reste quand même des bacs. Alors en fait, il faut savoir que vous n'avez pas besoin de diplôme particulier pour devenir pilote. Par contre, si vous voulez rentrer dans une formation gratuite, entre guillemets, c'est mieux d'avoir un bac S ou un bac un peu plus élevé que. En fait, ici, on va parler de son parcours à lui, et ensuite, moi, je vous donnerai des petites idées de ce qui est faisable pour aller vers des métiers de pilote, et tu compléteras avec moi si tu veux bien. Donc après ton bac bac STI, j'ai arrêté. Donc j'ai commencé à travailler vers 20 ans. À 28 ans, j'ai fait mon premier. Il s'est passé un peu de temps. Ouais. 28 ans, j'ai fait un saut en parachute, un baptême de saut en parachute. Ça m'a tellement plu que j'ai voulu passer ma licence, donc j'ai ma licence de saut en parachute également. Que tu t'es financé toi-même. Okay. Et à force de monter dans un avion, j'ai dit pourquoi en sauter, pourquoi pas la présence. Donc je me suis renseigné, j'ai fait des renseignements et j'ai commencé ma formation de pilote à 29 ans. Alors PPL, c'est la formation de pilote privé, c'est ce que moi j'ai passé, c'est Private Pilot License. Quand on fait le PPL, on a le droit de piloter des avions comme les deux que vous allez voir tout à l'heure, à un seul moteur au début. Et quand on vole, on a le droit de voler avec des amis, on a le droit de voler avec des gens. Par contre, on n'a pas le droit de facturer 100% du vol. Par exemple, je prends un exemple, si l'avion il coûte 200 € et que c'est un 4 places, je serai toujours obligé de payer ma partie, c'est-à-dire 50 €, tout le temps. En PPL, on n'a pas le droit de faire du commercial. Voilà. On n'a pas le droit de gagner d'argent en pilotant. On est toujours obligé de payer notre part. Voilà. Et là, donc ça, souvent, ça paye soi-même. On va dire que c'est de l'ordre de 7 000 €. À peu près 7 000 €. Ok. Voilà un petit peu l'idée. Ça, ce que vous pouvez faire en aéroclub ou en école. En aéroclub, ça prend un peu plus de temps parce que vous venez quand vous avez des disponibilités. Et à l'école, ça dure 8 semaines. Ça, c'est la première étape pour devenir pilote professionnel. Tout le monde peut les 8 semaines, mais que ça. Ouais. Après, techniquement, moi, c'est ce que je disais à ceux qui étaient dans ma voiture, c'est que passer le PPL en 8 semaines, c'est pas forcément une bonne chose pour les joueurs qui ne continuent pas. Parce qu'en 8 semaines, tu n'as pas le temps de prendre des bonnes habitudes, on te bourrine, tu n'as pas le temps d'avoir des bonnes sensations, parce qu'en fait, tu voles tous les jours. Et tu n'as pas le temps que ça mûrisse dans ta tête. Ça dépend de l'objectif qu'on va faire. Si on veut être pilote professionnel, pilote de ligne, c'est mieux. Ça peut être mieux de faire cette formation parce que c'est de l'intense, c'est intensif. Et du coup, ce qu'on cherche, c'est à avoir le diplôme final pour pouvoir faire. Mais après, moi par exemple, j'ai pas fait cette voie-là parce que j'ai dû continuer à travailler à côté parce que la formation coûte relativement cher. Donc j'ai dû continuer à travailler, donc j'avais moins de disponibilité, donc je suis passé par l'aéroclub. Ça a mis combien de temps à peu près? J'ai mis 1 an. En compte, en général, 1 à 2 ans pour le passer, à peu près. Parce que pour ceux qui n'ont pas fait le BIA, moi c'était le cas quand j'ai commencé ça,
Il y a beaucoup à savoir. Quand on a fait le VIA, en fait, on a quand même des bases sur tous les modules. Et donc, en fait, le PPL, c'est la même chose que le VIA, mais en version améliorée. Et donc, comme on a les bases sur tout, ben, on sait un peu de quoi on parle, donc c'est plus simple de bosser. Puis, vous aurez déjà fait un vol, donc on sait déjà un peu les sensations. Et en fait, ça accélère quand même grandement. Mais 1 à 2 ans, c'est la durée à peu près normale. On vole une fois toutes les 1 à 2 semaines. Puis, ça dépend de la météo. Hein. Il y a des semaines où on aimerait bien voler, mais on peut pas. Donc, là, aujourd'hui... Alors moi j'ai mis 1 an parce que j'avais un travail qui n'était pas dans l'autre, donc j'ai bougé beaucoup pendant 6 mois, donc je ne pouvais pas être là pour voler. J'ai mis 1 an, mais j'aurais pu aller un peu plus vite si j'avais pas travaillé autant. Donc ensuite vient la partie très théorique, on a 14, il y a du mûrissement, ce qu'on appelle du mûrissement, il faut faire 100 heures de vol pour acquérir un certain nombre d'heures de vol avant de passer le pilote professionnel. Donc ça ici, c'est au minimum 45 heures de vol. 45 heures de vol. Ça c'est un mini. En pratique, on est plutôt à 50, certains 60. En fait, on passe le permis que quand on est prêt. Et prêt, on n'est jamais tous que au même moment. En tout cas, la réglementation dans ces heures-là, il y a un minimum 45 heures de vol, dont c'est 15 minimum en solo. 10 minimum en solo. C'est-à-dire que l'instructeur il est au sol avec un topi, et nous on est tout seul dans l'avion. Et ça c'est pareil, c'est au fur et à mesure, quand on est prêt, on nous lâche petit à petit, et voilà. Donc ça c'est le PPL. Ok. Et pour information, vous pouvez être lâché en solo dans un avion à 16 ans. Donc sans permis voiture. Mais vous pouvez piloter un avion tout seul avec un instructeur. C'est quand même, et à 17 ans, vous pouvez piloter un avion, avoir votre licence comme Stéphane a eu. C'est quand même déjà 17 ans, chez vous. Mûrissement sans heure de vol. Alors mûrissement, pourquoi mûrissement? Parce qu'en fait la licence de pilote professionnel, on ne peut pas la passer avant 200 heures. Donc on est obligé de faire entre les 45 heures qu'on a eu minimum et le CPL, pour Commercial Pilot License. Okay. Donc là, c'est celui où on peut ne plus payer sa place dans l'avion. Celui-là, vous pouvez commencer à gagner de l'argent. Pas être pilote de ligne, mais commencer à gagner de l'argent. Par exemple, vous pouvez faire avec cette licence, vous pouvez faire du largage de parachutiste, du tractage de banderole, du remorquage de planeur. Il y a plusieurs. Ou pilote pour des manias très riches. On peut être des petits avions, en général ils n'ont pas des petits avions, mais théoriquement vous pouvez très bien faire taxi en avion, quoi, en gros, dans l'idée. D'ailleurs il y en a un qui s'est monté, je ne sais pas s'il existe encore, mais il était au Royal, qui faisait des petits vols avec un avion un peu plus gros que vous allez voir tout à l'heure, et il emmenait des gens à partir de Royal. Donc ça tu l'as passé un peu après. Alors ça j'ai passé. Alors pendant le mûrissement, il y a 14 examens théoriques à passer pour l'humeur kilomètre. Donc là c'est la TPL. La TPL, ouais. Ça va être la 3e catégorie. Alors je vais continuer ici. En fait, je l'ai fait pendant. En même temps. Ouais, mais comme c'est après le CPL. Le 3e examen, c'est la TPL. Et là ça veut dire Airline, transport. License. Donc là on est vraiment sur des gros. Donc ça c'est toute une partie théorique, donc 14 examens théoriques à passer, à peu près les mêmes que vous allez voir en BA sauf en plus poussé. Donc il y a la météo, il y a... Les mêmes que BIA, TTF c'est pareil, on a du théorique, on a un examen théorique, mais plus on avance, plus c'est bon. Forcément, c'est normal. Donc là, c'est la partie qui n'est pas très marrante parce que là, vous ne voulez plus. Vous passez 6 mois, voire 9 mois dans les bouquins à travailler pour passer les 14 examens. Ils peuvent se passer ici à Toulouse. Environ 6 à 9 mois. En école, ils mettent 9 mois. J'ai réussi à mettre 6 mois, mais c'était 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Je parlais le plus vite possible. Mais... Après, ce que tu disais, c'est que c'était pas très scolaire et pourtant. Après, quand on a un but, le problème à l'école, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire, et quand on n'a pas de but, à l'école, c'est plutôt difficile. Enfin,
en règle générale. Si on n'a pas de but, à quoi ça sert de travailler, d'étudier ou si... Quand on a un but, quand on veut devenir pilote, ben on s'y met, on s'y force, et puis j'avais 29 ans, il y avait tout à fait un moment derrière pour me dire travaille. Donc je l'ai fait par moi-même, j'ai réussi. J'étais pas vraiment fait pour les études, mais finalement, maintenant, et en étant pilote, on est toujours, on se remet toujours en question, parce qu'il y a toujours j'y reviendrai après, mais on a 2 simulateurs à faire par an pour maintenir nos qualifications à jour. Donc on est obligé en permanence de travailler, on a des formations sur plein de modules, différents modules, qui sont à revoir et à revoir tous les ans. Donc on est obligé en permanence d'utiliser. Ensuite il y a la partie un peu plus pratique qui s'appelle l'IFR. Alors, IFR, je vous ai déjà parlé une fois de VFR. Non, pas trop. Alors, VFR, c'est ce qu'on appelle le vol à vue. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de rentrer dans les nuages et les instruments sont inaides, mais ils sont pas, on ne fait pas que grâce aux instruments, c'est-à-dire qu'on ne voit plus dehors, mais l'instrument. IFR, c'est Instrument. Ouais. Alors tout ça, c'est que en anglais. On n'utilise pas la langue. La langue principale en aéronautique, c'est l'anglais, donc quasiment tout est en anglais, tout est VFR, c'est pareil, c'est l'anglais, il y a FlightFlow. Donc l'IFR, c'est parce qu'avec ces gros avions, quand vous voulez partir en vacances, il faut que vous arriviez, vous partez du point A au point B, par toutes conditions météorologiques. Donc on est entraîné pour pouvoir se poser même s'il n'y a quasiment pas de visibilité à destination. Parce qu'il faut que les avions volent, il faut ramener les passagers. On ne peut pas dire, le problème du vol à vue comme sur ces petits avions, si la météo n'est pas bonne, on ne part pas. S'il y a du brouillard par exemple, on ne part pas. S'il y a des nuages trop bas, on ne part pas. C'est difficile à dire aux passagers, on ne part pas parce que la météo n'est pas bonne. Donc vraiment, s'il y a des... Ça peut arriver que la météo soit vraiment pas bonne et qu'on n'arrive pas à destination, mais en général, on part 95%, 99% du temps. On a des procédures pour partir, même si la météo n'est pas bonne à destination, mais on a des aérodromes de dégagement pour pouvoir se délancer si jamais on ne peut pas atterrir sur le terrain de destination. On reverra ça quand on fera toute l'instrumentation, et on verra que sur les grosses pistes, pas à l'hiver non, hein, mais en fait il y a des radars qui donnent les pentes, la direction et tout ça. Et donc l'avion, on règle des instruments pour qu'ils viennent suivre cette pente. Et maintenant ils ont rajouté en plus le GPS qui nous permet de ne plus avoir de station au sol, mais de marcher qu'avec des satellites. C'est encore peu développé en Europe, enfin peu développé, c'est bien développé, mais on a encore pas mal de restrictions, c'est beaucoup plus développé aux États-Unis, mais ça nous permet déjà même au niveau de la maintenance, c'est moins coûteux, mais puis ça permet aussi je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu... Là on avait dit un coût de 7 000 €, là tu sais nous dire, déjà les 100 heures de vol, c'est déjà pas 20 000 €, même plus. Détail par détail. Non mais attends, l'idée, là en gros l'heure de vol elle est entre, on va dire 150, ça dépend sur quoi tu voulais, mais... à peu près 150, donc si je fais 150 fois 100, ça fait environ 15 000 €. En gros, pour atteindre les 200 heures de vol et avoir la licence pilote de ligne, il faut compter entre... ça dépend où on fait la formation, mais si on fait la formation dans un pays de l'Est, on va peut-être arriver à 130 000, 40 000 €. Mais ça peut monter sur certaines écoles jusqu'à 150 000. Il y a une grosse fourchette. Moi, en faisant l'aéroclub et dans des petites écoles, je m'en suis tiré pour 60 000 €. Parce que là, ici, quand on dit 100 heures de vol, on peut avoir des passagers avec nous qui payent leur part. Alors, on ne peut pas gagner de l'argent sur leur dos, mais par contre, on peut avoir des passagers et partager les frais. Donc, en fait, ici, quand je dis 15 000 €, c'est si on vole 100% du temps tout seul ou qu'on offre le voyage à tous les gens qu'on amène. Et souvent, quand on amène des amis, ils payent une partie de leur part pour le faire. C'est des amis, il faut pas... Ok. L'IFR, tu veux dire quelque chose? Non, l'IFR,
Alors les 200 heures de vol ont été compris avec cette formation. Ici, on doit arriver à 200 heures de vol. Le passage, il est autorisé si on a 200 heures de vol. En tant que commandant de bord. Non, 200 heures. C'est 200 heures de vol avec un certain minimum d'heures de commandant de bord. Il y a deux on note les heures dans un carnet de vol comme ça. Et, on se demande à qui il est. Et il y a plusieurs cases et on note en fait il y a des doubles commandes. On les pages d'après, ça des cases où ça les deux. Voilà, ici. Il y a une case commandant de bord et une case où c'est double commande. On est avec un instructeur. Les 200 heures, ça comprend les deux, mais après il y a des heures de vol nécessaires dans chaque case pour pouvoir avoir des conditions bien spécifiques pour passer les examens. Si vous voulez voir. Oui, je vais passer. C'est un peu le bazar. Quoi d'autre Là, tu avais passé l'IFR. Donc, ouais. Une fois qu'on a passé tout ça, il y a encore deux, trois petites formations à faire, toujours bien sûr beaucoup d'argent, mais qui vont permettre de travailler en équipage, parce que jusque-là, maintenant, on était tout seul dans l'avion, avec un instructeur, mais on volait que par nous-mêmes, sans discuter avec quelqu'un d'autre, on prenait nos propres décisions. L'aviation commerciale, on est toujours 2 pilotes, minimum. Donc il faut pouvoir travailler en équipage et associer les idées de chacun, et puis on est des êtres humains, donc supporter aussi la personne qui est à côté. C'est pas toujours évident d'ailleurs. Donc il y a une formation qui s'appelle voilà, en équipage, ça s'appelle MCC, Multi-Crew Cooperation. Donc ça se fait en simulateur et qui dure 2 semaines, relativement rapide. Et ensuite, donc là on a toutes les licences qui vont bien pour devenir pilote de ligne. Par contre, on n'est toujours pas qualifié sur une machine pour piloter. On peut piloter des petits avions comme on a à l'aéroplane, mais on ne peut pas piloter un Airbus 320, un 737, etc. Donc après ça, c'est la formation sur le type d'avion qu'on va piloter. C'est une qualification en équipe. Alors là, c'est en français, en anglais, c'était en Et ça va être, par exemple, pour toi, c'était à 300 nœuds. 737, non. C'était 737. Et alors là, ça se passe comment pour chaque type d'avion? Qu'est-ce que tu dois faire? Donc là, il y a environ 1 mois de théorie à apprendre les systèmes, les systèmes de l'avion, comment ils fonctionnent, comment il vole, les particularités qu'il a. Donc ça c'est 1 mois. Et après ce mois, on a environ 3 à 4 semaines de simulateur qui correspondent à peu près à 15 sessions de 4 heures chacune pour voir en réel, plus ou moins virtuel, mais au moins c'est un vrai cockpit d'avion qui est monté sur V1 et qui dans lequel on ressent à peu près les mêmes sensations qu'un vol normal. Donc ça dure 3-4 semaines, 15 heures. C'est assez intense parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. On a fini les 4 heures de simulateur pour préparer la formation du lendemain. Donc ça tout réapprendre. C'est des exos et des situations particulières à chaque fois. Ouais. Alors en fait dans ces formations on ne fait pas de vol un vol normal, on n'en fait pas, on voit que des problèmes. Ça fait perte d'un moteur, perte de volet, ils sont pas encore venus de voler. Si, on a fait justement tout ce qui était d'extérieur de l'avion et les instruments pour préparer pour aujourd'hui. Donc perte, je sais pas, de plein de systèmes, différents systèmes pour apprendre à gérer au cas où ça arrive pendant un vol régulier. Et donc en général, tous les simulateurs qu'on fait, c'est jamais un vol
jamais un vol normal. Ça dure 4 heures, mais c'est 4 heures de panne du début à la fin, donc c'est très très fatigant. Ça coûte combien une calife comme ça? Ça coûte entre 15 et 30 000 euros. Voilà, je vous parle de ce que j'ai fait moi. Il y a d'autres options. Si on travaille bien à l'école, on a 2 millions de moi. Non, mais c'est le cas où c'est vous qui sortez le chéquier en permanence. Après, il y a c'est le pire des cas. Après, il y a le cas où c'est gratuit. On a encore la chance en France d'avoir 3 possibilités de Je vais les mettre ici au milieu parce que c'est... de se faire financer la formation de pilote. Bien sûr, qui dit financement dit concours, forcément. Donc on a en premier, on a les cadets d'Air France qui recrutent. Ils ont réouvert cette année, mais c'est pas tous les ans qu'ils ouvrent, c'est pas tout le temps le même nombre de places et tout ça. Ils avaient réouvert en 2018, mais ils avaient fermé quasiment pendant 10 ans, parce qu'il n'y avait plus de recrutement en tant que pilote, ou très peu. Ils ont ouvert en 2018, ils ont fermé la période Covid, et là ils viennent de reprendre les recrutements. Donc là, les cadets d'Air France, je ne sais plus exactement ce qu'il faut. Alors, il faut avoir fait un bac général, il faut avoir un niveau en gros prépa, parce que le niveau de concours il est équivalent à du niveau prépa, il faut avoir validé un bac plus 3 sinon, je crois. Non, c'est pas pour les maths. Non, c'est pour les cadets d'Air France, je crois. Enfin, en tout cas, il faut avoir vu le programme de prépa, parce que sinon, ça a des gros manques, et comme c'est un concours, le but d'un concours, c'est pas d'avoir 20 sur 20. Le but d'un concours, c'est d'avoir plus que les autres. Un concours, c'est ça, il y a 20 places, peu importe les notes, ce sera les 20 meilleurs. Et le problème, c'est que vous allez vous battre contre des gens, c'est des bourrins. Et des concours comme ça, c'est des concours qui ne sont pas évidents. Ouais, non. Il faudra vérifier. On regardera si tu veux, mais de toute façon, ce genre de choses, en général, comme tu as le droit de passer ça qu'un certain nombre de fois, il vaut mieux s'être bourriné en théorie au maximum pour arriver au concours à bloc et pouvoir être meilleur que les autres qui le tentent au petit bonheur. Mais au petit bonheur, si le programme c'est le programme de prépa, tu peux pas. Vraiment, c'est... Voilà. Alors, ça, il faudra regarder. Et en France, on a le droit à 2 chances à chaque fois. Donc, il y a 2 catégories où on peut envoyer sa candidature. Il y a les cadets d'Air France et ensuite, quand on est pilote professionnel, on peut encore envoyer sa candidature. C'est deux recrutements différents, mais à chaque fois, on n'a que 2 chances. Donc, quand on fait si on envoie sa candidature pour les cadets et qu'on est les 2 fois, on ne peut plus envoyer pour les cadets. Par contre, on peut envoyer encore 2 fois en tant que pilote professionnel. Il faudra du coup financer sa formation pour devenir pilote. Ça veut dire que si tu as tenté avant la prépa, pendant la prépa, ben, t'es mort à la fin de ta prépa, tu n'as plus de chance. Et ça, mine de rien, c'est une stratégie à avoir, de se dire, est-ce que j'attends pas 1 an ou 2 d'avoir bien intégré dans ma tête pour rentrer et aller dans le concours avec des armes. Et il n'y a pas d'âge pour les cadets d'Air France. On peut même envoyer à 40 ans, ils n'ont pas de souci. Il y a d'ailleurs un membre de l'aéroclub qui a Gonzague, il doit avoir entre 35 et 40 ans. Ouais. Il a passé les cadets, il avait juste sa licence PPL, il a passé les cadets, il a été pris, maintenant il est fait. Alors ça ne veut pas dire que c'est impossible, là. Ça veut dire qu'il faut s'y préparer. C'est un concours ça se prépare. De toute façon, tout entretien d'embauche se prépare. Il faut vraiment montrer à l'employeur qu'on est motivé pour travailler pour eux. Donc il y a les cadets d'Air France, il y a l'ENAC. Alors l'ENAC, est-ce que vous savez ce que ça veut dire l'ENAC? Exactement, l'École nationale d'aviation civile. C'est une école, ce qu'on appelle une école d'ingénieur. Ça peut se faire direct après le bac ou pas? Je crois sur le dossier. Bon, la voie classique, c'est après la prépa. Là, encore une fois, sur concours. Il faut avoir un bac pour quelque chose, je suis pas sûr. Ouais, bon, il faut vérifier de toute façon. Mais bon, dans l'ensemble, de toute façon, c'est une voie royale, entre guillemets, parce que tout est payé. Bah, c'est souvent prépa. Alors, l'avantage d'Air France, c'est que si vous entrez dans les cadets, vous avez directement un job à la fin. L'ENAC, vous n'avez pas de job, c'est financé, vous n'avez pas de job à la fin. Par contre, vous avez un avantage pour faire les recrutements d'Air France. Mais c'est pas parce que vous avez fait l'ENAC, vous avez fait sur place. En général, il y a de grandes chances, mais c'est pas garanti 100%. Mais souvent, quand même, quand on a fait l'ENAC, c'est quand même une école reconnue, donc on rentre plus facilement dans des grandes écoles. On est déjà dans un moule, entre guillemets, qui convient plus ou moins bien à la France. Ouais.
Alors l'ENAC, il y a pareil, il y a 3 voies. Il y a la voie sans licence du tout, juste avec un bac plus général, Oui, je sais pas, on regardera de toute façon. Ça pour ceux qui intéressent, vous me le direz. Donc là, il y a une limite d'âge, je crois que c'est à 23 ans. Ouais. Quelque chose comme ça. Je vous montre vos points d'interrogation, c'est juste pour vous donner une idée que là, c'est pas illimité, quoi. Pour l'ENAC, il y a un âge limite il y a trois possibilités d'entrer à l'ENAC et il y a un âge limite pour les formations. Le deuxième, c'est la prépa, les concours. il faut avoir déjà une licence peut-être PPL, je crois, avec j'ai pas vraiment les détails, mais pareil, il doit y avoir un âge comme inférieur à 26 ans. Et le dernier c'est 29. Il faut avoir quasiment fait toute la formation. Après, il manque quelques petits détails, mais une licence, je mets quoi, je mets ATPL en gros, environ ATPL. Ouais, je crois que c'est. D'accord. Et là, c'est le concours après la prépa, ça, on peut parler? Ouais. Parce que l'ENAC, je crois qu'ils ont une entrée directe après le bac, mais le principal, c'est concours de prépa, après les 2 ans. Il faudra qu'on regarde pour ceux que ça intéresse. Il faut aller voir sur leur site l'Italie. Il y a normalement, il y a des entrées, des concours tous les ans. Mais bien sûr, ça dépend du recrutement. En période Covid, je pense qu'on n'avait pas, mais maintenant, je pense qu'on a dû reprendre. Et la dernière, c'est l'armée. L'armée qui paye, par contre, on est obligé d'y rester jusqu'à, maintenant, je pense qu'ils vont augmenter, ça doit être presque 40 ans, 40 ans. Mais ils payent tout. Les licences, ensuite quand vous partez à la retraite militaire, donc pas civile, ils vous payent les conversions de licence, etc. pour retrouver du travail dans le civil. C'est pas mal, mais il faut supporter l'armée jusqu'à 35 ou 40 ans. Ça, moi, j'ai fait un gros attention. Mais c'est de plus en plus, les contrats sont de plus en plus longs maintenant, donc... Je vais faire 2 attentions, ici et ici. 2 attentions, avant de vous lancer, de payer votre ATPL, de faire les 14 modules et tout ça, il y a un truc qu'il faut faire avant absolument, c'est la visite médicale. La visite médicale, ici on a une visite médicale, ce qu'on appelle de classe 2, c'est ça? Classe 2, et là c'est une visite médicale de classe 1. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce serait dommage de se taper 9 mois de boulot pour au final vous rendre compte que le médecin ne vous autorise pas à aller voler. Bon, ça fait cher les 30 000 € de visite médicale. Alors moi, ce que j'ai fait, vu que je savais que j'allais faire ça, j'ai passé directement une visite classe 1, même pour faire mon PPL comme Stéphane a fait. Lui, il a passé que sa classe 2, moi j'ai passé directement ma classe 1 pour être sûr que je pouvais engager des fonds, enfin des frais. Donc ça, pensez-y pour ceux qui veulent aller dans ce genre de métier, passer directement. Alors, c'est quoi les classes en fait? C'est des restrictions de vue, de conditions de santé, de problèmes de cœur, de tout ça. En gros, si je résume. Oui, alors c'est un peu plus poussé sur la classe 1. La classe 2, vous pouvez le faire avec un médecin aéronautique qui est... Il a plus en fait. Ici, il y en a de moins en moins, on est à la campagne. Mais c'est des médecins particuliers. C'est un médecin généraliste ou un ORL, par exemple, le docteur Azaïs à Figeac, il est ORL et Azaïs faire passer la classe 2. D'ailleurs, maintenant, c'est le seul dans le en France. Moi, j'avais été chez là, c'était par ici. De Berne. Ouais, je crois, ouais. Donc ça, vous pouvez le faire encore proche de chez vous. La classe 1, c'est ici le plus proche, avec Toulouse ou Bordeaux. Ça dure une demi-journée pour les initiales. Ça coûte 450 €. Pas remboursé par la sécurité sociale. Mais c'est une obligation de toute façon. Les visites médicales, quand on fait de l'avion, alors à notre âge, pour l'instant de la classe 2, moi c'est tous les 5 ans. Tous les 5 ans, il faut que je repasse ça, je crois que c'est à peu près 80 €, un truc comme ça. Alors que la classe 1, c'est tous les 5 ans aussi ou c'est plus? Non, la classe 1, c'est tous les ans. Ok. Mais ça c'est l'initiale. C'est que la première fois quand même. Ça c'est l'initiale, les renouvellements c'est 200 quelque chose. Et ça c'est en France.
J'ai eu la chance d'être en Hongrie quand je devais renouveler ma licence, et du coup en Hongrie c'est l'Europe, mais c'est à 60 €. Bon, vous faites votre choix, si vous voulez voyager, vous pouvez aller en Europe. Et la classe 2, pour revenir sur ça, c'est un truc qu'on reverra, mais la classe 2, tant qu'on est jeune, c'est tous les 5 ans, quand on vieillit un peu, c'est tous les 2 ans, et quand on vieillit beaucoup, c'est tous les ans. C'est pas comme la voiture, où vous pouvez être à moitié crevé et continuer à conduire, hein, ce qui est un peu choquant d'ailleurs, on en voit plein des vieux qui mériteraient d'être à pied, voire sur un lit d'hôpital, mais qui continuent à conduire, et malheureusement, il n'y a pas de vérification en voiture, alors qu'en avion, plus on vieillit, plus on doit passer des visites médicales pour être sûr qu'on ne sera pas un danger pour les autres. Voilà. Vous êtes tout seul ou à la rigueur de votre famille, ou en avion, vous avez une possibilité de façon. Ouais. En voiture, tu peux renverser des piétons, tu peux. Enfin, mine de rien, quand on voit certains comment ils conduisent, c'est même plus dangereux que certains dans des avions, quoi. Voilà. C'est un autre débat. Ouais. Voilà un petit peu pour les études. Est-ce que vous avez des questions? Donc là, le coût total, toi, tu estimes à peu près combien de tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Là, j'en suis à 100 000 € plus 15 000 € de. Alors, ma qualification sur 320, la dernière, j'ai pas dû la payer. C'est la compagnie qui m'appelle ça un bon. En fait, je dois rester 3 ans dans la compagnie et ils me retirent 400 quelques euros par mois sur ça. Par contre, la qualification sur 737, j'ai dû payer 30 000 € pour être formé sur cet avion. Et donc, au total, 100 000 € plus 15 000 € de dons que je dois rembourser sur 3 ans. Ouais, Jean, est-ce que tu as pu tout rembourser est-ce que tu as gagné au loto? Alors, on va dire que l'image du pilote de ligne, c'est quelqu'un qui gagne énormément d'argent. Ça, c'est pas vrai. Et c'était vrai peut-être avant. Maintenant, vous comprenez bien que quand on vend un billet d'avion à 10 €, le seul point où on peut faire des économies, c'est sur les salaires. Parce que l'essence, le kérosène est toujours au même prix. Non, il est même plus cher. Oui, après, les avions sont toujours au même prix, les assurances sont toujours au même prix. La seule variable, entre guillemets, c'est les salaires. Donc, il y a un moment donné où est-ce qu'on peut gagner de l'argent sur les salaires. Alors, et puis en plus de ça, le problème de l'aviation, c'est que c'est vachement cyclique. Par exemple, il y a eu le choc pétrolier, l'aviation est tombée, il y a eu les tours en 2001, l'aviation a chuté également. Il y a eu le Covid, l'aviation a chuté, donc là j'ai pas pu travailler pendant 1 an et demi quasiment. J'ai perdu mon travail en juillet 2020 et j'en ai retrouvé un là en mars. Alors j'ai fait autre chose, je suis devenu inspecteur de logiciel à l'Aérocom, je suis devenu largueur de parachutiste à Sarlat, donc j'ai fait d'autres choses, mais malheureusement non, j'ai pas encore eu l'occasion d'embourser l'intégralité de la formation, du coût de la formation que j'ai investie. Bien sûr, pour les études sensibles, le problème c'est que je n'étais pas embauché par une compagnie française. Donc c'est un peu. Et là actuellement, tu es salarié de la compagnie? Là, je suis salarié de la compagnie, basé avec un contrat albanais. Mais en fait, c'est juste parce que je suis basé là-bas, donc je prends un contrat albanais, mais le salaire est basé est partout dans le même en Europe, sur leur base en Europe. Donc, c'est juste pour le contrat parce que c'est comme en France, on travaille. Ils ont détaché une partie de la société en Albanie, ce qui fait pas que c'est des problèmes de ressources humaines. Ton salaire, il est forfaitaire, il est lié au kilomètre, il est lié Alors là, dans ma compagnie, j'ai une base, que je vole ou que je vole pas, genre un minimum de salaire. Et ensuite, je suis payé au nombre de kilomètres que je fais et au nombre d'atterrissages que je fais, plus après il y a des extras. Si je vole, si par exemple j'avais un jour de repos et que je leur dis que je suis prêt à travailler, qu'ils me rajoutent un vol, j'ai des extras en plus que je fais des primes. Et tu peux nous donner un ordre de grandeur à peu près? Là en ce moment c'est entre
2500 et 4500 euros. Ça varie en fonction si je suis hors base, si je suis... De toute façon, c'est la secrète supérieure. Ouais. Il faut que tu payes un logement aussi sur place, il y a ça aussi qu'il faut penser. Quand on est basé en Albanie, bon, je suppose que les apparts en Albanie sont moins chers qu'en France. Ça vaut beaucoup moins cher qu'en France. Ouais. Mais quand on fait un vol, la compagnie, elle loge à l'arrivée ou on part dessus? Alors ça c'est le low cost, il n'y a pas de ce qu'on appelle de layover en anglais, mais on ne reste pas à destination. Un aller-retour en gros. On a, en gros, en général, on a 35 minutes sur place. Le temps de décharger les bagages, de désembarquer les passagers, rembarquer, etc. C'est une vol sur place. Alors ça c'est du low cost. Quand on travaille sur des compagnies nationales comme Air France, elles ont les deux. Alors un peu plus de temps à destination, mais elles peuvent aussi rester la nuit parce qu'elles offrent un service entre guillemets pour ceux qui travaillent. Ils ramènent les gens de nuit et ils rembarquent tôt le matin pour les ramener. Par exemple à France, ils vont aller dormir à Budapest, ils vont les amener vers 23h, 22h, 23h, ils vont dormir là-bas et repartir à c'est pas quelque chose de 10 ou 9h pour arriver à Paris à 10 ou 9h. Et les low cost, il n'y a pas de... Ça coûte... Le problème c'est que ça coûte extrêmement cher de loger un équipage dans un hôtel. En plus en général, on est quand même logé dans des hôtels qui sont suivant les compagnies mais qui sont pas trop mal. J'ai passé 2 mois dans un Hilton, etc. Donc ça fait... Ah, c'est pas le Formule 1 ou c'est pas le budget quoi. Non, il y a des restrictions sur la compagnie, c'est au minimum un 4 étoiles. Donc s'ils peuvent éviter, ils évitent. J'ai fait 2 nuits à l'extérieur, une en Islande et une à Varsovie, mais parce que ça c'était dû à la météo. On n'a pas pu se poser, donc on s'est dérouté sur un autre aéroport où on pouvait se poser. Et le deuxième, il y avait trop de vent pour désembarquer les passagers, ça durait trop longtemps, ils ont annulé le vol retour et ils ont mis au lendemain. Mais en général, on ne reste pas sur place. On a 35 minutes, par exemple, là, le vol d'Abu Dhabi, je l'ai fait en début de mois, j'ai 13 heures de travail, 5 heures de vol aller, 35 minutes sur place, 5 heures et demie de vol retour. Et après, pendant le vol, ça fait des pauses ou pendant les moments calmes. Après, on pourrait, on doit dire pilote automatique. Le problème, 5 heures, vous avez une mini-attention. Oui, mais on a un pilote automatique, donc après on est obligé d'écouter la radio parce qu'il y a toujours le contrôle qui nous appelle pour nous donner différentes informations, d'aller dans différentes trajectoires, etc. Mais dans l'ensemble, si le vol se passe normalement, on n'a pas grand chose à faire. On a le pilote automatique qui gère l'altitude, qui gère la puissance. Nous, forcément, de temps en temps, on regarde les paramètres si tout va bien. Il y a un vol normal, on fait pas grand chose en vol. Alors, un avion de ligne, il ne peut pas décoller tout seul. Donc, le pilote fait toujours le décollage. L'atterrissage, un avion de ligne, c'est atterrir tout seul. Des instruments, alors il ne peut pas atterrir partout tout seul. Par exemple, à l'aéroport de Brive ou Rodez, il n'y a pas de procédure pour que l'avion se pose en automatique. Donc, c'est le pilote qui le prend. Mais par exemple, à Charles de Gaulle, si la visibilité passe en dessous d'un certain nombre de mètres, on n'est pas autorisé à faire atterrir l'avion, on est juste autorisé à vérifier les instruments pour que l'avion fasse un atterrissage automatique en toute sécurité. Et les atterrissages automatiques, c'est depuis... le premier atterrissage en automatique, ça a été fait à Toulouse dans les années 70. Ça marche bien. Le problème, c'est que quand il y a du brouillard, on ne peut pas dire aux passagers qu'on ne va pas aller à la destination. Donc, alors tous les aéroports ne sont pas équipés, tous les avions sont équipés, ont la possibilité d'atterrir en automatique maintenant, quasiment tous. Mais tous les aéroports ne sont pas équipés parce que ça demande encore plus d'infrastructures, c'est très très cher. Par exemple, les petits aéroports comme Bergerac, Brive, Rodez, Aurillac, etc., ils n'ont pas de procédure pour l'avion qui se fait atterrir en automatique.
Mais c'est courant qu'on a, surtout l'hiver, qu'on atterrisse en automatique. C'est quoi ça? Les procédures, c'est procédure. C'est le contrôle humain ou c'est le contrôle automatique? Non, c'est automatique. En fait, c'est le pilote automatique qui gère l'approche. Dans ces cas-là, on a 2 pilotes automatiques sur les avions. En général, on engage qu'un. Mais pour les atterrissages en automatique, on engage les 2. C'est beaucoup plus précis. Et s'il y en a un qui, pour X raison, qui lâche, il y a le deuxième qui prend le relais. En aviation, vous verrez qu'il y a souvent beaucoup de choses qui sont doublées. Voire triplées sur les avions. Tout ce qui est système hydraulique, c'est triplé. Il y a énormément de choses. Enfin, c'est pour ça que ça reste le moyen le plus sûr, le transport le plus sûr, parce que tout est conçu pour éviter d'avoir des incidents, des accidents. Comment ça marche un atterrissage en automatique? C'est on a une station au sol qui nous donne avec une fréquence, qui nous donne un guidage qu'on reçoit dans l'avion et nous on n'a plus qu'à le suivre. C'est le même principe. On se sert de ce système aussi en manuel, mais là c'est en automatique. Il y a la piste comme ça, il y a un truc qui émet un cône comme ça, et l'avion, il va tout faire pour ceci est mon avion. Oui, pour les parents qui n'ont pas encore vu mes dessins, ceci est un avion. Hop là, c'est un avion. Hop, mais si, regarde, c'est une vue en 3D, c'est pour ça. Le cockpit est ici, pour ceux qui le demandent. Et ça c'est quoi ça? Ça c'est les disques. Ah oui, d'accord. C'est pour savoir où est le devant, sinon des fois on se demande où est le devant de l'avion. Et donc ici c'est des ondes, hein. C'est des ondes qui permettent de savoir ce qu'il y en est au-dessus, en dessous, et en gros on se cale comme ça. À l'intérieur de l'avion, on a un appareil qui est dedans, qui est avec un guidage latéral, donc on suit un droite-gauche, hein. Il y a un trait. Ouais, à peu près, et on a la même chose en vertical. Et ça te dit si t'es au-dessus, en dessous, et si t'es centré, quoi. C'est une croix d'idée, en gros. Et non, on suit ça pour... parce qu'il se peut que des fois, on n'ait pas la piste en vue, donc on suit cet instrument pour aller jusqu'à... Alors, dans le VIA, tout ce qui est instrumentation des gros avions, on ne le fera pas. Je vous le dis, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sur Internet, mais on n'a pas le temps, on a trop de choses à voir. Vous avez une question? Et du coup, pilote automatique, il faut quand même quelqu'un qui... Ah non, il se gère automatiquement. En gros, t'imagines un ordi qui commande directement les moteurs. Je schématise, mais c'est ça. L'ordi, il a tous les capteurs de relier et tous les moteurs, et il va dire, ah ben attends, je vais mettre le manche plutôt à gauche, plutôt en avant. Bon, c'est pas physiquement comme ça, mais dans l'idée, c'est comme ça. Voilà. T'as d'autres questions pour Kevin, sur son métier, sur comment ça se passe, sur un livre? En termes de conduite, les pilotes ils font que le décollage et après ils vérifient juste les paramètres. Alors, le plus gros problème dans l'aéronautique, ça a été l'humain. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'accidents pendant des années, parce que l'erreur, comme on dit, l'erreur est humaine, malheureusement, donc, et puis la charge de travail, la fatigue, etc. Donc ils ont remplacé, entre guillemets, ils veulent remplacer l'humain par la machine. Un jour, peut-être qu'il n'y aura plus d'humains dans les cockpits. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Mais leur but, c'est ils ont déjà effectué à Toulouse un vol sans pilote. Le pilote était à l'intérieur, mais le vol s'est effectué sans... Comme les Tesla, en fait. Les Tesla, il y a le pilote automatique interdit pour l'instant en Europe, mais les Tesla aux États-Unis, la seule obligation des conducteurs, c'est d'avoir les mains sur le volant. En théorie, ils ne sont pas censés dormir pendant que en théorie. Donc, en fait, pour l'instant, ce que ne peut pas faire l'avion, c'est le décollage tout seul. Ça, il ne sait pas le faire, donc c'est toujours le pilote qui fait décoller l'avion. Et ensuite, si on a envie ou pas, on peut le garder en manuel ou engager le pilote automatique. Ça dépend. Faut bien se rendre compte qu'il y a des aéroports, par exemple comme Charles de Gaulle, des gros aéroports où quand il y a les contrôleurs qui vous parlent et en plus vous avez géré l'avion, des fois ça fait beaucoup de surcharge de travail, donc c'est beaucoup mieux d'avoir le pilote automatique engagé et ça libère un peu de la ressource mentale. Et après l'atterrissage, en général, on n'atterrit pas en automatique.
On le fait parce que les conditions météo sont pas bonnes, mais à la base on aime ce qu'on fait, on aime piloter, on aime atterrir, etc. Donc en général on prend manuel. Mais il se peut que des fois, voilà, par rapport à la réglementation, on fasse un atterrissage en automatique pour pouvoir atterrir à cet aéroport. Il faut bien comprendre aussi qu'il y a énormément de régulation, de réglementation. De réglementation et qu'on est obligé de suivre cette réglementation et que si on fait un faux pas par rapport à cette réglementation, notre licence elle peut être aussi abondante. Je ne sais pas si vous avez d'ailleurs vu le film Solide. Avec Tom Hanks, ça vous dit rien sur l'atterrissage sur la mer, il sur le sol. Il a sauvé tout le monde, mais il a été embêté pendant plus d'1 an parce que il voulait les assurances voulaient qu'il sauve l'avion. Qui paye pour l'avion Ils ont quand même fait ce qui est quand même assez aberrant. Ils ont fait 17 essais à Toulouse chez Airbus sur simulateur pour à la fin des 17 essais dire on pouvait atterrir sur l'aéroport. Parce que quand on est dans l'avion, on est qu'une seule chance, on n'a pas 17. Donc c'est assez aberrant, ils essaient toujours de trouver, il faut toujours un coupable, donc c'est plus facile de donner le pilote ou le coupable. Alors, je ne dis pas des fois on fait tous des erreurs, c'est humain, mais dans ce cas-là, dans cette situation-là, je pense pas que... Et là, c'est un problème de maintenance en plus. Non, c'était il a percuté les oiseaux. Ah bah pas de souci. Ah ouais. C'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ça? Non? Alors. J'ai fait des petites vidéos avec mon téléphone, des opérations, donc quand on va à l'avion, ce qu'on fait exactement. J'ai pas pu prendre le décollage et l'atterrissage parce que j'ai pas de GoPro. Je sais pas si tu l'as. J'ai pris un atterrissage en accéléré, juste la vue du cockpit, pas des instruments, etc. Je sais pas ce que ça va donner la qualité avec un téléphone portable sur un ordinateur, on verra. Donc là, ça va être surpris. Et aussi, donc moi, on emploie souvent le terme copilote. Donc moi, je suis copilote. Ce terme n'est pas vraiment entre guillemets approprié parce qu'on considère qu'il y a un pilote et un copilote. En fait, il faut savoir que dans un avion, il y a toujours 2 pilotes. C'est pour la sécurité parce que c'est des avions complexes, donc c'est quand même plus simple de les faire voler à 2. Donc il y a 2 sièges avec 2 commandes de vol de chaque côté. C'est exactement les mêmes, certainement dans les vidéos on va voir. On a exactement les mêmes instruments en face, sauf que à gauche c'est le commandant de bord, donc c'est celui qui a la responsabilité du vol, c'est lui qui prend la décision finale. Si jamais le commandant de bord a un problème et ne peut plus voler parce qu'il a un problème médical, etc. pendant le vol, c'est ce qu'on appelle le copilote qui prend la relève. Mais à l'intérieur de ce cockpit, on a il y a la responsabilité du vol et il y a le vol. Le vol, en fait, on est tous les deux qualifiés pour piloter l'avion. Donc, quand on fait un vol, un aller-retour, en général, il y en a un qui fait l'aller et l'autre qui fait le retour. Ces avions, ils sont relativement complexes, donc on les fait fonctionner à 2. Il y en a un ce qu'on appelle qui pilote l'avion et l'autre qui vérifie les systèmes et qui parle au contrôleur aérien. Et à au retour à l'aller, il y en a un qui fait voler l'avion et l'autre qui vérifie les systèmes et qui parle au contrôle, et au retour c'est l'inverse. On est tous les deux capables de faire voler l'avion. Sauf qu'il y en a en général, il y en a un, le commandant de bord a normalement plus d'expérience que celui qui copilote. Ok, hop, ouais. Il y a des photos. Alors je sais pas ce que c'est les photos que j'ai prises. Ah voilà. Alors est-ce que tu veux parler un petit peu de ce qu'on voit là? Donc là, en fait, c'était l'équipage avec lequel j'allais voler ce jour-là.
le capitaine qui est ici, qui était un capitaine espagnol, la chef de cabine qui était roumaine, des ukrainiennes, je crois que c'est ukrainiens ou ukrainiennes en hôtesse et steward, et des albanais. Donc c'est vraiment, on est amené à voler avec, j'ai volé avec des Français, avec des Italiens, des Espagnols, des Bulgares, des Polonais, vraiment c'est européen. Qu'est-ce qu'on voit d'intéressant là, sur l'avion? L'empennage arrière. C'est un classique. Là, le petit bout là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais le bout de l'aile il est remonté comme ça, c'est ce qu'on appelle les winglets. Le saumon, c'est le bout de l'aile. Mais alors on appelle winglet, le terme général est notamment Boeing, mais ils ont été, vu que c'est Boeing qui a inventé les premiers winglets, Airbus a appelé ça des sharklets, parce qu'ils sont fait attaquer par Boeing, donc chez Airbus ça s'appelle des sharklets. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Pardon? C'est un apprentissage. Donc c'est un Airbus, donc c'est un... Ok, je savais pas ça. Donc ça c'est un Airbus 321, donc il peut accueillir 240 passagers. Et avec, donc cet avion il a été fabriqué cette année en août. Une seconde. Et donc ça c'est les nouveaux moteurs qu'on a sur les... Vous avez peut-être déjà entendu parler des Neo, les A320 Neo. Donc voilà, c'est les nouveaux moteurs qui sont beaucoup plus gros, qui ont 20 cm en plus de rayon. Et donc 20 cm en moins de garde au sol. Donc il faut faire attention quand on atterrit de pas grapper un moteur au sol. Donc là, c'est la petite différence, si tu peux revenir sur la diapositive. Vous voyez là, ça c'est les Néo. Comment tu fais pour aller là? Tu cliques sur la droite. Là. Donc ça c'est les moteurs Néo, et ça c'est les anciennes versions. Vous voyez, ils sont beaucoup plus petits. Ça c'est un 321, mais avec les anciens modèles. Donc ça c'est les nouveaux donc les Néo. Alors il y a un petit truc intéressant, c'est ça là, la goutte qui est au milieu. Des fois c'est un petit arrondi et tout ça. Est-ce qu'il y en a qui savent à quoi ça sert? C'est pour voir le sens où ça tourne. Non, pas nécessairement le sens, mais... Pour prévenir si ça tourne ou pas. Ouais. Pour qui? Les Ouais, surtout pour ceux qui passent à côté. Pour éviter qu'ils se fassent en hachis parmentier. Ok. Attends, bouge pas. Prends en charge le fichier, mais s'il va le prendre en charge. Dès qu'il veut bien. Bon, c'est à l'ancienne. Hop là. Alors là, il va y avoir des vidéos. On va couper le son comme ça, Kevin pourra faire des commentaires en live. C'est plus intéressant, je pense. Si ça veut bien se charger. De toute façon, le son, il n'y a rien d'intéressant. À part si on veut t'entendre parler anglais, mais... Je crois même pas que je parle anglais. Si, tu sais, à un moment, tu discutes avec son pilote. Alors, est-ce que ça veut bien se lancer? Ouais, c'est bon. Alors, attends. Donc là, Attends, je vais mettre en pause. J'ai pas la... Tu vois rien. là sur ce vol, donc c'était l'équipage que je vous ai montré juste avant. Sur ce vol, là on partait de Tirana pour aller au Sud. J'étais le pilote qui allait voler l'avion. Donc dans ce cas-là, le capitaine que vous allez voir ici est en train de faire ce qu'on appelle la pré-vol. Donc il fait le tour de l'avion pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite hydraulique, de fuite de kérosène, de n'importe quoi, visuellement que l'avion soit en bon état. Ça, on va le faire avec vous tout à l'heure. Avec les petits avions, on va vous faire une pré-vol de l'avion pour que vous voyez comment ça se passe. Il faut savoir qu'on n'est pas mécanicien, on n'est pas là pour préparer l'avion, mais on est là pour vérifier qu'il est en bon état. Là, voilà, c'est le train d'atterrissage. Le train d'atterrissage, il y a 2 roues, ça s'appelle un... Allez, vous ne souvenez pas? Ouais, un diavolo, exactement. Ah oui, Voilà.
Et là, dedans, il y a plein de choses. Bon. Ah oui, Alors, là c'était pour vous montrer surtout encore le moteur. J'avais pris une photo un petit peu plus tard. Là le capitaine qui commence sa prévol, qui vérifie tous les... Du coup, tu passes devant, tu vas à l'intérieur. Bon, c'était l'avion. Un deuxième. Ils sont beaux. Je savais plus où j'avais pris les photos. Ça c'est la même chose. Voilà, on peut regarder les membres d'équipage. On part à Lyon avec, je crois que ce jour-là on avait déjà 2 heures de retard. Alors ce qu'il faut savoir, quand vous allez prendre un avion, n'engueulez pas l'équipage parce que l'équipage ne vaut rien. Dans le retard de l'avion, c'est parce qu'en général, parce que nous, ça ne fait pas plaisir de partir avec 2 heures de retard, parce qu'on aimerait bien être à la maison 2 heures plus tôt. C'est des fois, mais il y a les vols précédents. L'avion n'est pas spécialement dédié à faire ce vol. Il est aussi, il fait des vols avant, il prend du retard avant. Les temps de 35 minutes, c'est très court. Donc s'il y a un problème, parce qu'il faut, en 35 minutes, il faut refueler, pour remettre quand même entre 5 et 10 tonnes de carburant quand même. Il faut embarquer 240 passagers. Pardon? C'est un coup de nettoyage. Non. Je sais pas quand, mais c'est pas le pilote qui fait, pas comme Entre l'atterrissage et le décollage. En arrivant au stand et en partant du stand. Il y a des équipes qui se mettent Il y a des équipes qui déchargent les bagages, il y a des équipes qui prennent en charge les passagers, il y a un refueleur qui vient remettre de l'essence, pas du kérosène. Ils nettoient ou pas l'intérieur où sont les passagers? Ils enlèvent tout ce que les passagers ont laissé, s'ils ont laissé des choses, etc. Il y a des procédures, tu es obligé de vérifier qu'ils n'ont rien laissé. S'ils ont laissé quelque chose, tu es obligé de faire un papier, de le donner à l'aéroport ou aux personnes qui prennent en charge les passagers. Et il faut vérifier l'avion parce que quelqu'un a pu laisser quelque chose dans l'avion et on ne sait pas ce que c'est. À chaque fois, il y a des procédures. T'inquiète pas, tu peux continuer à parler. Il y a plus de... Ah, oui, double clic. Double pour la diagonale. Et ça s'ouvre en bas, donc tu cliques en bas dans le menu. On l'a vu. Là, tu l'utilises encore. Et là, tu ouvres en bas. Faut surtout pas que tu le fermes à chaque fois, il a eu un peu de mal à se ouvrir. Donc là j'étais en train de faire la prévol de l'avion. On a vu un feu rouge, c'est quel côté rouge? Gauche. Ouais, exactement. Ça fait comme ici. Ouais, ils sont bien entraînés. Donc il y a l'image de l'avion. Ah, ça on l'a pas encore vu. Alors les immatriculations, on respecte l'alphabet aéronautique. Est-ce qu'il y en a qui savent un peu? H, c'est hôtel, alpha, Lima, Z, c'est non, Zulu. Et après j'ai pas vu l'autre. C'est quoi l'année? Et Q, c'est Québec. Ok, tout ça on va le voir. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hop. On profite, on a fait des passages. Ok. Voilà. Pas du tout de pub pour la compagnie, c'est bien. Il n'y a pas beaucoup d'espace au sol. Les amortisseurs, ils doivent être... Mais un avion comme ça, il prend 89 tonnes au décollage et 80 tonnes à l'atterrissage. La version des 321 Neo. Les 321 qui est l'autre version de moteur prend 80 tonnes au décollage et 73 à l'atterrissage. Donc là on est vers l'empennage arrière. Ok. C'est un empennage en... classique. Par contre j'ai l'impression que c'est un seul bloc qui bouge, c'est ça? Alors t'as les deux, tu vois, là, on voit là, t'as une séparation. D'accord, en fait, vous verrez sur les deux avions là-bas, on a les deux cas. Un où il y a la moitié de l'empennage arrière qui bouge, et un autre où c'est carrément l'ensemble de l'empennage qui bouge, pour faire la gouverne de profondeur. Un truc dont on n'a pas trop parlé encore, à l'arrière ici, par là, il y a l'APU. Ah oui, pour qui recherche. Alors c'est quoi
Exactement, c'est une sorte de génératrice à carburant hein, qui permet que s'il y a des problèmes d'électricité sur l'avion, ça va venir générer de l'électricité pour les éléments critiques. Alors électricité et air aussi, pressurisation de la... On s'en sert, on le démarre en général, sauf si on a des problèmes en vol, mais on le démarre après l'atterrissage, ce qui nous permet de donner de l'air à la cabine quand on éteint les moteurs et également de l'électricité jusqu'à ce que les personnes au sol connectent un câble électrique à l'avion pour pouvoir éteindre parce que ça consomme 60 kg de carburant à l'heure. Donc si on peut l'éteindre le plus vite possible, c'est mieux. Mais tous les aéroports ne sont pas équipés de nous donner d'électricité au sol, donc de temps en temps on est obligé de le garder. Et surtout quand il fait très chaud pour les passagers parce que ça sert de clim. Mais du coup ça tourne tout le temps. Non. Quand on vole, ça tourne pas. Non, on l'arrête. Après, il nous sert à démarrer les moteurs. Il envoie de l'air au moteur pour faire tourner les moteurs. Et ensuite, on injecte du kérosène. Donc, une fois que les moteurs sont en marche, on l'éteint. En général, les 90% du temps. Si on a des problèmes, si on veut donner de l'air aux passagers sans prélever sur les moteurs, parce qu'il faut savoir qu'un moteur, en fait, comment ça marche voilà. Ouais, donc, en gros, la pressurisation de la cabine, si on n'avait pas de pressurisation, on serait plus haut que le Mont Blanc, plus haut que l'Everest, on ne pourrait pas respirer. Donc il y a une quantité d'air qui est prélevée à chaque fois des moteurs, sauf que du coup, le rendement est moins bon parce que il y a une quantité d'air qui est prélevée pour la cabine. Donc du coup, si on a besoin de plus de performance pour décoller, par exemple, on peut se servir de ce moteur, le laisser en route, prélever l'air de ce moteur pour pressuriser la cabine et avoir plus de performance sur les moteurs pour le décollage ou l'atterrissage. Donc là on est à l'arrière de l'avion, ok. Je vous laisse en lecture. Non, après c'est en fait, on vérifie visuellement. Comme je disais tout à l'heure, on n'est pas mécanicien, donc il y a des mécanos qui s'occupent de l'avion après le dernier vol de la journée. Nous, on est là, après chaque vol, on vérifie l'intégrité de l'avion. S'il n'a pas un problème. S'il a un problème, si on découvre quelque chose, on en parle aux mécanos, et ensuite c'est à eux de prendre en charge la panne. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, il y a un truc intéressant qu'on voit là. L'aile, elle est attachée ici, là. Est-ce que vous vous souvenez le nom de ce truc-là, là, qui est entre l'aile et le fuselage? Alors je parle pas juste de l'emplanture, je parle du petit arrondi qui est par-dessus entre les deux. Le Karman. Ouais. Bon, ben voilà, tout est dit. C'est trop fort. Alors pour ceux qui ne s'en souviennent pas de tout ça, vous inquiétez pas, on va les revoir 20 000 fois. Et Je crois qu'il y a un moment là, on voit un truc intéressant. Ça, on en a parlé pour certains instruments. Ah oui, c'est le tuyau qui sort sur le côté de captage. Ouais, la prise statique. Voilà. Alors, je sais pas laquelle, c'est une doublée de toute façon. Alors là, il y a la prise pour les instruments du capitaine et là pour l'instrument du copilote. Et il y en a un troisième aussi qui est de l'autre côté, je crois. Okay. Ça c'est là. Ah, pardon. Juste au-dessus, c'est l'angle d'attaque de la. Ouais, ça sera plus technique. Un peu technique. Vous avez peut-être entendu parler du crash du 737 MAX pour certains. C'était dû à cause de ça principalement. Là, de nouveau, un train d'atterrissage en diabolo, en l'amont. Donc ça c'est le train d'atterrissage, pas le principal, c'est le nez. Ça c'est un. C'est bien, bien. Là, ça, c'est ce qui nous procure de l'électricité au sol. Donc c'est une grosse génératrice, pareil, ça tourne peut-être au diesel ou à l'essence, certainement au diesel, mais qui est beaucoup moins gourmand en énergie que le moteur qu'on a dans la queue de l'avion. Et qui est connecté juste là, ça c'est intéressant. Voilà. Ce petit truc là, c'est un tuyau qui va vers l'avant. On en a parlé, on vient de voir la prise statique. Le pitot, exactement, c'est la pitot là. Alors encore une fois ici sur des avions de ligne on en a deux, ok. Ça va nous donner la pression totale.
Et grâce à la pression statique et à la pression totale, on peut en déduire la pression dynamique, c'est-à-dire la vitesse de l'avion dans l'air. Ok. Allez, hop. Il y a encore un prise statique. Il y avait une autre prise statique Il y ici, a là encore. 3 prises pitot et 3 prises statiques. Il y en a un pour le capitaine, un pour le copilote et un en stand-by. Mais la troisième vidéo, Ah ouais, tu l'as vu? Ah ouais. Ouais. Bon, on avance. Ah ben là, il y a encore. Hop là. Là, ça c'est ce qui permet d'avoir l'électricité à l'avion, qui vient du groupe de parc qui est connecté à l'avion. Là, on va donner de nouveau. En fait, on fait le tour de l'avion d'un côté, on part Du d'un côté statique encore. et on fait tout le tour de la... Le statique, ça fait un T en fait dans les avions de ligne, comme ça, ils ont 2 entrées, un à droite et un à gauche. Voilà. Bon, j'avance un peu. Là, on l'a vu tout ça déjà. Hop. Ça va être là où ça va être intéressant. Ouais. Voilà. Alors ici, on est bienvenu dans un cockpit. Donc là, c'est mon... Ok. Oui, c'est le ballon. C'est ça. Exactement, le palonnier, ok. Hop. Donc là, ici, là, c'est... Alors là, on peut le dire... joystick qui contrôle l'avion. Voilà, on peut dire qu'on est chez Airbus, parce que chez Boeing, On a quelque chose en plein milieu. voilà, ils ont un volant. Ok, il n'y a que Airbus qui a le joystick comme ça. Ils sont dans le karaté au Maroc. Là, c'est quoi? Donc ça, on a un iPad dans la compagnie. Chacun a un iPad. On a dessus le plan de vol, on calcule les performances de l'avion pour le décollage, pour les vitesses de décollage, d'atterrissage, etc. On a tout dessus. Et vous regardez des films des fois dessus ou pas du tout? Non, ils sont bloqués. Oh, les copies. Et là, vas-y, continue, je montrais le vol qu'on allait faire. Hop. Ah oui, voilà, c'est le vol. Donc ça, c'est Et le là, vol. tu changes la carte parce qu'après, là, on n'y voit rien pour l'instant. Voilà. Tchouk. Et là, Donc là, c'est le vol. Là, c'est le vol qu'on allait faire. Hop. Donc là, tu partais d'où là? Là, c'était de Tirana en Albanie, on allait en Norvège, je ne sais plus quel aéroport. Et là, non, vas-y, continue. Normalement, je le monte sur le... Alors là, on retrouve un truc qu'on a déjà vu. Non, c'est pas. Alors ça, c'est pas le radar. L'horizon artificiel. Exactement. Et là, en fait, on a un truc un petit peu plus compliqué que ce que nous on verra dans l'avion, parce qu'ici il y a d'autres éléments qui sont affichés autour et c'est paramétrable. Ici, toute cette section, ça sert pour les pilotes automatiques, avec cette case qui est faite pour la gestion des moteurs. Ici, et après ça reste du basique comme un petit avion, c'est-à-dire qu'on va avoir la vitesse à gauche, ici on va avoir l'altitude, ici on va avoir la vitesse verticale, vous n'avez pas vu encore. Si, on en a vu rapidement. Et là, l'horizon artificiel. Mais le principe, c'est exactement le même que dans un petit avion, c'est toujours hanté. Ça sera toujours, vous aurez toujours la vitesse à gauche, l'altitude à droite et l'horizon artificiel au milieu. Donc dans n'importe quel avion, c'est toujours ça. Et le système que je parlais tout à l'heure, le système que je parlais tout à l'heure pour l'atterrissage, en fait, il va se situer là. Ça fait des points avec un diamant au milieu. Pas plein de mains, et des points. Vous voyez qu'on a une capacité de dessin supérieure à l'aéroclub de Filac Libernon. C'est juste un démon pas de truc. Donc voilà, et on se sert de ça pour pouvoir atterrir. Ok, on l'a reçu. Et ici, ça nous sert à savoir la trajectoire de l'avion, où est-ce qu'on doit aller. Ça apparaît, si tu continues, normalement, ça doit. Ici, on a l'ordinateur de bord, ici. Où on rentre toutes les données propres à l'avion et propres au... Voilà, donc là ici il va nous montrer un peu tous les menus. Alors, bien sûr pour le BIA, tout ça c'est hors programme. En fait dans le BIA on est surtout petits avions. Là c'est plus pour parce qu'il y en a quand même un certain nombre d'entre vous qui êtes intéressés par l'aviation en général, donc c'est du bonus on va dire. Ok. Donc même si vous comprenez rien, c'est pas très grave, ce sera pas au BIA, c'est juste pour le plaisir. Ok. Donc là
C'est un petit ordinateur où on peut entrer des données à l'intérieur. Il y a des données déjà programmées et des données, par exemple, ici on va donner l'aéroport de départ et l'aéroport d'arrivée. Ici c'est ce qu'on appelle un call sign, c'est ce qu'on va donner au contrôleur. Quand on va appeler le contrôleur, on va donner, par exemple là c'était, je ne vois pas, Wizz Air, WZZ c'est Wizz Air, et 10, Alpha Echo, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Là c'est l'altitude, enfin le niveau de vol, pour ceux si vous l'avez vu. On en a parlé très rapidement. Donc là, en gros, on avait monté à 36 000 pieds. Vous verrez ce que ça signifie le FL, c'est pour niveau de vol. Voilà, après, de toute façon, après on ira voir les avions. Voilà. Il y en a qui partent dans une 35 minutes. voilà. Voilà. Ouais, il y en a qui doivent partir plus tôt, qui doivent être rentrés sur Figeac. Donc là, c'était surtout l'occasion pour vous de voir à quoi ça ressemble un cockpit. Là, c'est la route qu'on allait faire aujourd'hui, qui est inscrite dans le moteur de boucle. Hop. Et après, là, on retrouve quoi comme manette principale? Tu peux nous dire là Ça, c'est pour les manettes. Alors là, c'est pour la gestion des moteurs. L'avantage chez Airbus, c'est qu'en fait, on avance la manette sur un cran et ensuite ça se fait automatiquement. Ça gère la poussée plus ou moins par rapport à la vitesse, etc. Mais c'est géré automatiquement, on n'a pas besoin de toucher. Je schématise. Et là, les manettes d'en bas? Donc ça, c'est les volets pour décollage et l'atterrissage, pour réduire la vitesse de décollage et l'atterrissage. Donc on a 4 crans de volets. Et ça, c'est les speed breaks, les aérofreins. Si on a besoin de réduire la vitesse de l'avion, on sort des petites des spoilers en anglais, et ce qui nous permet de réduire la portance et de freiner l'avion. Ouais. Vous utilisez tous les boutons. Non. S'ils n'ont pas cliqué à minimum 100 boutons dans l'heure, ils sont virés direct. Non, on n'utilise pas tous les boutons. L'avantage d'Airbus, c'est que c'est très automatisé comparé à Boeing. Et du coup, on a beaucoup moins de choses à faire. Les boutons sont là en cas de problème. En cas de problème, on a des procédures à suivre et on doit... le constructeur a mis en place des procédures, donc on suit les procédures, et là on appuie sur beaucoup plus de boutons. Mais en règle générale, et ce qui est bien avec Airbus, c'est qu'ils ont simplifié les choses. Donc là, ça c'est tous les fusibles. Ça, c'est des fusibles. Vous savez ce que c'est des fusibles? Oui. C'est s'il y a des surcharges électriques, c'est un petit bout de fil qui va surchauffer et qui casse le circuit pour éviter de casser les instruments qui sont derrière. Voilà. Ça veut dire que nous, quand tout va bien, on touche un minimum au bouton, et c'est au moment qu'on a un problème, c'est là qu'il faut se rappeler de tout. Pas se rappeler de tout, parce qu'on a des procédures, par exemple dans notre iPad, on va aller chercher des checklists, qu'on appelle des checklists. Et l'avantage d'Airbus, le gros avantage, c'est ces deux écrans. Quand on a un problème, le problème s'affiche ici et la procédure s'affiche juste en dessous. Qu'on n'a pas chez Boeing. Donc en fait, il va nous dire par exemple vous avez un problème sur une pompe de carburant à gauche et il va dire appuyez sur le bouton et à chaque fois qu'on va faire l'opération, la ligne va s'enlever, on va passer une. Tout ça limite les erreurs en fait, parce que avec une surcharge, la fatigue, etc., l'erreur humaine. Voilà. Je pense que de toute façon, là, avec cette vidéo-là, on a déjà fait pas mal de tours. Les autres, c'est juste les mêmes. Je crois qu'il y en a une qui est sympa. Ouais, j'essaie de le chercher. Hop. On en met une dernière. Bon, là, c'est quand il rentre dans l'avion. Il y a la cabine, je crois. Ouais. Vas-y, je t'écoute. Donc, si on change de compagnie, par exemple de celle-là à Boeing, là, sur Boeing, s'il y a un problème, on risque de ne pas savoir comment. C'est pour ça que tu payes 30 000 € pour repasser en qualification. Ah, donc il faut mieux passer par Boeing d'abord. C'est plus facile de passer de Boeing à Airbus que de faire de Airbus à Boeing. Ouais. Donc là, c'est l'entrée dans la cabine. Bon, c'est une cabine qui filme un peu à l'envers par moment, mais là c'est tes pieds. C'est de nouveau tes pieds.
Ok, là, ah, là, regardez. On a des fois des vues, alors bon, des vues débutantes, mais là, c'est pas dans celle-là, on a les... Ok, et la suivante, ça va être cool. Allez, allez, allez. Voilà. Et ça rend toujours mieux en vrai que sur un téléphone, toujours. Ouais, on ne doit pas se passer de la vue, je pense. Et là, c'est celui-là où Là, on est en montée pour atteindre le niveau. Ah, vous voyez, regardez ici, on voit, donc là, le point vert avec les deux ailes ici, donc là, on voit que, comme le nez, il est au-dessus de l'horizon, on est en assiette à cabré, comme le cheval. Ah, oui, exactement. Ok, j'avance un peu. Ok, on est encore en train de monter, là tu nous parles. Bon, vous voyez que dans l'ordinateur de bord, il y a énormément d'informations. Ok, et on va passer là. Ce serait la dernière vidéo que tu as fait? Ah oui, voilà. Ouais. Donc, et là, ah oui, et là on est. Je peux l'avoir 450. Là, on a la vitesse sol, on était à peu près à 900 km/h. Quand même. Voilà. Et alors un truc intéressant, c'est que vous voyez qu'ils ont une feuille de papier aussi. En aviation légère aussi, on a des logs et on note sur une feuille de papier, suivant ce que le contrôleur nous dit, au fur et à mesure qu'il nous annonce des trucs, on le note sur le papier avant de faire les procédures et tout ça. Voilà. Je pense que c'est pas mal déjà.